Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, si j'ai voulu pour cette dernière année d'enseignement au collège me pencher sur la question de la nature humaine, c'était pour boucler en quelque sorte la boucle du programme que je m'étais fixé. Après avoir expliqué pourquoi je jugeais crucial d'analyser et de défendre la valeur de la connaissance, tant théorique que pratique, puis celle des vertus épistémiques et de la vérité, dont j'espère vous avoir montré toute l'importance morale et politique dans cet espace des raisons que doit être plus que jamais la démocratie, faute de quoi on n'a aucune chance de vaincre ce mortel ennemi que constitue depuis toujours, selon moi, le scepticisme, qui prend aujourd'hui un tour inouï et menace sans surprise notre ancrage même dans le réel. Je me suis attachée à préciser ce que j'entendais par la défense d'une authentique connaissance métaphysique, puis celle d'une connaissance métaphysique de la nature, que j'ai prolongée par l'examen de la métaphysique des espèces naturelles qu'elle rendait possible. Cet examen, je l'ai mené en suivant la méthode que je préconise en métaphysique sur le double plan de l'analyse conceptuelle et de son indispensable phase a posteriori, et donc en confrontant du mieux que j'ai pu les résultats de l'enquête a priori à certaines données empiriques et leçons de notre meilleure science en chimie, en biologie, en psychologie cognitive ou encore en anthropologie. D'autres travaux dans ces domaines, et bien d'autres encore, sont d'ailleurs venus depuis enrichir les données, et tout métaphysicien se doit d'en tenir compte. Mais j'ai toujours pensé aussi que l'histoire de la métaphysique se confond avec celle du problème des universaux, c'est-à-dire de la manière dont il faut comprendre ce fameux triangle que constituent les mots et plus largement les signes, les concepts et les choses. C'est pourquoi il me tenait à cœur de prolonger des analyses désormais classiques en philosophie du langage et de l'esprit en les plaçant sous les auspices d'une authentique sémiotique philosophique, en montrant comment, héritière d'une riche tradition antique, médiévale et moderne sur les signes, elle pouvait se déployer aujourd'hui en une sémiotique ontologique, non pas nominaliste, mais bel et bien réaliste. Une fois précisée et enrichie la manière dont on pouvait reprendre sur de nouvelles bases la problématique triangulaire des universaux, qui est depuis toujours au centre de ma réflexion, car elle ne se limite pas, à mon sens, à une geste médiévale, mais est constitutive de l'identité de la philosophie, il m'importait enfin de prolonger ces analyses, conformément à mon souhait maintes fois exprimé, de réfléchir à la meilleure manière d'articuler philosophie de la nature et philosophie de l'intellect, et donc de parvenir à mieux comprendre en quoi peut consister une authentique connaissance métaphysique, cette fois de la nature humaine. Au cours de ces merveilleuses années passées auprès de vous, dans cette institution unique au monde qu'est le Collège de France, dont nous célébrerons bientôt les 500 ans, il s'agissait dans mon esprit, comme je l'avais annoncé dans ma leçon inaugurale, de justifier au fond le double intitulé de la chaire, associant la métaphysique qui faisait pour la première fois son apparition dans un intitulé de chaire, et la philosophie de la connaissance, de vous convaincre que cet attelage n'avait rien au fond de baroque, encore moins d'inquiétant, qu'il devait au contraire aller de soi pour peu que l'on se défasse de quelques préjugés les concernant, ce qui, somme toute, devait pouvoir tranquillement se faire dès lors que l'on avait identifié ses principaux adversaires, ce qui pouvait bien y faire le plus obstacle, peut-être un peu plus en France qu'ailleurs, et les malentendus à affronter, et que l'on prit toute la mesure ensuite des recherches aussi éclatantes que passionnantes qui, depuis un bon siècle déjà, continuaient de donner un lustre particulier à chacun des domaines. J'espère avoir au moins en partie honoré ce programme, même s'il me reste tant de champ encore à labourer, et être à peu près parvenu à faire comprendre ce qu'est ma position en métaphysique, position dont j'ai en permanence cherché à tester la validité des thèses selon 3 caractéristiques essentielles de la démarche que je préconise. En premier lieu,
l'idée que toute entreprise philosophique est une entreprise donc de connaissance, laquelle est indissociable de la défense de la métaphysique elle-même, comme connaissance. Aussi ai-je d'abord voulu préciser en quel sens eh bien, il me semblait possible de parvenir à une authentique connaissance métaphysique de la nature, et ce en suivant 4 étapes fondamentales. Une phase thérapeutique d'abord, afin de dissiper faux problèmes et illusions sur les modalités, sur la réalité, sur le réalisme notamment, de manière à éviter idéalisme et scientisme. Fixer ensuite les règles de la méthode de l'analyse conceptuelle a priori, qui prend appui sur la logique, mais aussi sur des intuitions, si besoin est à corriger. S'employer en une 3e phase a posteriori à mettre en difficulté l'analyse conceptuelle et nos concepts métaphysiques au contact des sciences, procéder alors à l'engagement métaphysique proprement dit, en pariant sur une forme de réalisme scientifique et sur un réalisme dispositionnel engagé dans une démarche que je qualifie d'humilité raisonnée, mais qui donne, je pense, de bonnes raisons de ne pas craindre le spectre omniprésent du néo-kantisme et de ses multiples avatars contemporains, et de préférer les soieries aux cotonnades. Sur ces bases, j'ai proposé de défendre en métaphysique ce que j'appelle un réalisme dispositionnel, lequel se caractérise, pour aller vite, par 5 traits principaux. Ce n'est pas un réalisme métaphysique, mais un réalisme scolastique inspiré des médiévaux qui emprunte certains traits du scotisme réélaboré à la lumière d'intuitions peirsiennes. Il se présente foncièrement comme un réalisme sémantique, le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. Il s'agit d'un réalisme des propriétés qui repose sur un critère causal d'existence. Il suppose un engagement donc en faveur du réalisme scientifique et s'inscrit donc en faux contre l'instrumentalisme. Il se caractérise enfin comme un réalisme essentialiste, mais un essentialisme mince ou étroit, dynamique et relationnel, que je nomme aliquiditisme et dont on pourrait résumer ainsi l'idée force. Les dispositions réelles qui sont omniprésentes dans les alentours trouvent leur intelligibilité dans la nécessité conditionnelle des lois, mais les lois ne sont une description vraie du monde que pour autant qu'elles se fondent dans ce que les choses peuvent faire, les choses étant prises au sens de possibilia réels qui sont métaphysiquement nécessaires, mais découverts a posteriori au contact de l'expérience. Dans mon analyse, je fais donc mien plusieurs principes. Premièrement, les propriétés, sans lesquelles nous n'aurions aucun accès cognitif aux choses, se définissent essentiellement par les dispositions et les pouvoirs causaux qu'elles exercent. Toutefois, c'est le 2e point, la réalité n'est pas de part en part dispositionnelle, elle est faite de propriétés essentielles et de propriétés accidentelles. Le défi à relever étant de pouvoir les distinguer. Troisièmement, il faut ensuite aussi tenir compte des lois de la nature. Quatrièmement, il faut éviter ce qu'on appelle le pandispositionnalisme, ce pourquoi je parle de réalisme dispositionnel et non pas de dispositionnalisme. Enfin, il faut toujours se souvenir, en philosophie, que du concept à la chose, il y a plus qu'un pas. Aussi faut-il ne pas confondre prédicats et propriétés et distinguer les pouvoirs et les propriétés en vertu desquelles les choses ont les pouvoirs qu'elles ont, faute de quoi on ne peut espérer échapper à l'idéalisme, partant élaborer une métaphysique scientifique et réaliste digne de ce nom. J'ai toujours pensé que devait être menée de front réflexion métaphysique sur la nature des choses et de leurs propriétés et réflexion épistémologique sur la nature et les modalités de leur connaissance. M'attardant davantage sur l'aspect épistémologique du défi, dans le prolongement des analyses que j'avais menées dans le doute en question, j'ai expliqué notamment dans la connaissance métaphysique issue de ma leçon inaugurale ou dans mon livre Le ciment des choses, comment en associant métaphysique et philosophie de la connaissance et en s'inscrivant dans le cadre d'une enquête rationnelle aussi légitime qu'indispensable,
il était possible de préciser les méthodes et les critères de validation distinctifs de la dite connaissance métaphysique. Mais durant ces 15 dernières années, de nombreuses évolutions se sont produites dans le champ même de la philosophie de la connaissance, comme dans celui de la métaphysique. Et il fallait bien sûr en tenir compte, d'autant plus que certaines d'entre elles se présentent vraiment comme de nouveaux défis. C'est donc surtout de cela aujourd'hui que je voudrais vous entretenir. Étant depuis longtemps convaincu par Carnap, qui, dans son fameux article de 1933, Le dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage, insistait sur le fait que parmi les mots qui trahissent les énoncés dénués de sens des métaphysiciens, il y avait le terme même de principe. J'ai souhaité, après la critique sévère que j'avais menée dès 1993 du fondationalisme sous toutes ses formes, reprendre l'examen proprement dit de la nature des principes métaphysiques, à la lumière des discussions intenses qui ont entouré ces dernières années plusieurs questions. Celle du fondement, grounding, entendu en un sens plus large que celui classique de fondement ou de fondation de type causal. Celle de la dépendance ou de l'indépendance ontologique, relative ou absolue, et des fondamentalia de la réalité, qu'on opte pour une conception méréologique de la partie au tout ou du tout à la partie, dans une approche foncièrement pluraliste ou moniste. Comme je viens aussi de le rappeler, l'essentialisme constitue un élément important du réalisme dispositionnel que je défends. Je le tiens pour indispensable si l'on veut pouvoir assurer, avec les dispositions et les lois, le ciment des choses. Je n'ai donc cessé ces dernières années d'en préciser la nature et de le soutenir contre les assauts qu'il a subis et continue de subir, notamment du côté des sciences, et en examinant de plus près le statut des espèces naturelles. La réflexion contemporaine sur l'essentialisme et sa réhabilitation doivent beaucoup, historiquement parlant, à des philosophes comme Saul Kripke et à Hilary Putnam, dans un contexte qui relevait plus de questions touchant à la nature de la référence et de sa possible stabilité, face notamment à la thèse kuhnienne de l'incommensurabilité des paradigmes, mais aussi au développement de l'arsenal formel déployé pour la compréhension des modalités par des philosophes comme C.I. Lewis, Rose Parkan Marcus ou Saul Kripke, qui a culminé dans la discussion menée par ce dernier sur l'essentialisme relatif aux individus, mais aussi aux espèces naturelles. Or, l'essentialisme n'a-t-il pas été réfuté une fois pour toutes, en particulier par des découvertes scientifiques telles que le darwinisme? La réalité n'est-elle pas, de part en part, soumise aux lois de l'évolution? Tel est le consensus anti-essentialiste qui a régné jusqu'à une date encore récente. Mais le mouvement s'est plutôt inversé, à vrai dire, aujourd'hui, comme je l'ai montré dans mes travaux sur la métaphysique des espèces naturelles, y compris chez les philosophes de la biologie et de la chimie, comme je l'ai réexaminé cette année par la mise en évidence, je pense, des difficultés qui entourent le concept de nature humaine. Mais si de nouveaux problèmes ou centres d'intérêt ont donc surgi, sur lesquels, à l'instar d'autres métaphysiciens, je me suis penché, force est aussi de constater la prégnance de nombre de malentendus que je m'étais employé à décortiquer, voire certains retours en arrière, et la remise au goût du jour de thèmes dont j'avais cru, par l'effort thérapeutique entrepris, qu'ils apparaîtraient désormais comme des pseudo-problèmes. Or, quelle n'est pas ma surprise, pour ne pas dire déception, de constater que nous sommes assez loin du compte. Ainsi, loin d'être contournées, bien des illusions modales et autres tentations a prioristes perdurent. J'insiste beaucoup depuis toujours sur l'importance pour toute entreprise métaphysique, science du possible, de la prise au sérieux des modalités et des distinctions à opérer dans l'analyse conceptuelle sur le possible, le concevable, le nécessaire, l'essentiel, et sur les leçons qu'il faut en tirer. Dans les années récentes, la plupart des métaphysiciens ont avalisé une telle approche. Ils l'ont même plutôt renforcée en soulignant le rôle des modalités en tant que telles, logique, physique, métaphysique, et parmi elles, de la modalité métaphysique tout court, en analysant la manière d'envisager celle-ci, le passage possible et en quel sens entre les différentes modalités,
et l'impossible réduction de l'essence à une simple modalité. Par ailleurs, on assiste à un essor considérable de ce chantier en ébullition qui est devenu celui de l'épistémologie modale elle-même, qui conduit à s'interroger sur l'articulation entre les formes a priori et a posteriori de la connaissance, s'il y a vraiment lieu ou non de les opposer, s'il faut préférer à la stratégie de l'analyse conceptuelle, souvent remise en cause, une entreprise révisionniste de ce qu'on appelle l'ingénierie conceptuelle, conceptual engineering, ou privilégier une attitude déflationniste, tenir bon, notamment contre Kit Fine, sur le modalisme et émettre des doutes sur l'idée même d'une possible épistémologie de l'essence, une fois identifiées les diverses formes que peut prendre l'essentialisme et les difficultés qu'il rencontre. Il faut assurément se réjouir de ces nouvelles approches et se féliciter qu'à l'occasion de ce retour en force des modalités et des modalistes, certains métaphysiciens semblent enfin se soucier un peu plus, avec une fraîcheur parfois déconcertante, des liens à examiner entre les différents domaines. Si j'osais, je dirais « il était temps », ou encore de la question de l'accès aux modalités ou de la navigation entre elles. Se réjouir encore que l'examen attentif de l'épistémologie modale en tant que telle permette de mieux voir que les modalités ne concernent pas la seule analyse logique et sémantique, même si la tentation déflationniste en termes de règles reste forte, et de nourrir la réflexion sur les positions possibles selon que l'on privilégie une forme de rationalisme modal ou en s'appuyant plus sur les ressources de l'imagination et des conditionnels contrefactuels d'empirisme modal, ou sur la compréhension et la connaissance tacite qui est la nôtre de certains principes modaux, en faisant appel, pour expliquer les cas de connaissance a priori, à la nature des concepts qui figurent dans les contenus que nous connaissons a priori. Mais il importe aussi de mesurer certaines limites des examens récents. Le risque est parfois de réduire tous les problèmes proprement épistémologiques qui occupent depuis des lustres les philosophes de la connaissance à des problèmes ne relevant que de la seule épistémologie modale, celui encore de sous-estimer le rôle exact des principes modaux ou la place exacte que doit prendre l'essentialisme dans l'épistémologie des modalités, dont témoignent les critiques liées à l'insatisfaction provoquée par les réponses en termes de compréhension, de concevabilité chères à des philosophes comme David Chalmers ou Stephen Yablo, ou de raisonnement contrefactuel que je viens d'évoquer, qui ne parviennent pas, selon moi, à donner une analyse adéquate du rôle des essences dans l'acquisition de la connaissance modale. Nombre de difficultés sur lesquelles j'avais attiré l'attention restent bien, semble-t-il, en suspens, dont celle, par exemple, de savoir si, oui ou non, déterminer si une propriété est essentielle à un objet dépend nécessairement de la manière dont on y fait référence, ou encore si c'est la connaissance de la signification ou de la compétence conceptuelle qui permet de contribuer efficacement à la connaissance de l'essence. Auquel cas, comment ? En nous penchant sur nos pratiques conceptuelles et linguistiques, comment alors éviter de recourir à une connaissance implicite de l'essence et une forme de circularité ? On mesure combien il importe de revenir sur certaines leçons, dont celle visant à rappeler qu'il faut distinguer essence et nécessité, ou encore celle visant à, compte tenu des attaques que subit l'analyse conceptuelle, s'il faut s'embarquer vraiment dans une stratégie de révision. Souligner encore que l'analyse conceptuelle n'est qu'une étape dans la démarche nous permettant de parvenir à une authentique connaissance métaphysique, qu'il ne faut pas sous-estimer l'externalisme nécessaire à celle-ci, comme à toute connaissance, et donc l'importance de l'accès causal aux choses, question à laquelle on doit répondre, sauf à sombrer dans le scepticisme ou dans une humilité kantienne ou ramséienne, si chère aux protagonistes du plan de Canberra. On ne peut espérer parvenir à ce que j'ai appelé une humilité raisonnée qu'à condition de tenir beaucoup plus compte des pouvoirs causaux ou dispositionnels de certaines propriétés et de ne pas s'enfermer, comme la plupart des réflexions qui se font encore aujourd'hui, notamment en épistémologie modale, dans une approche néo-aristotélicienne ou substantialiste de l'essence. Se souvenir enfin des enseignements de Dan Scott, à qui l'on doit et d'avoir posé le cadre des conditions de possibilité de la métaphysique
comme science, et la conscience de l'importance de la définition de celle-ci comme métaphysique de la possibilité, ce qui impose une attention aux différentes modalités et à l'idée, par exemple, ce pourquoi on a toujours intérêt à se méfier comme de la peste du modalisme, que toute impossibilité logique est en fait le signe d'une impossibilité réelle. Ni la science ni la logique ne peuvent avoir le dernier mot sur les questions métaphysiques ou philosophiques, même si toutes doivent se conduire et se construire ensemble et tâcher d'avancer d'un même pas. Ensuite, et ce sera mon deuxième point, même s'il a pris de nouvelles formes, le risque scientiste que j'ai sans relâche dénoncé me semble toujours aussi actuel. J'ai longuement analysé comment et pourquoi les métaphysiciens ont réussi, non sans mal, à ne plus passer, comme ce fut le cas durant une bonne moitié du XXe siècle, pour cette race que Carnap ou Schlick tenaient pour celle des savants ratés, des charlatans confinés dans le royaume des ombres creuses et de l'incertain, des hypothèses les plus générales, pire encore, des musiciens sans talent musical. J'ai rappelé tout le culot qu'il aura fallu dans les années 70 à quelques très grands, dont Kripke, Putnam, mais aussi David Lewis, Frank Jackson ou David Armstrong, tous trois australiens, et en Angleterre, Hugh Mellor ou Jonathan Law, pour remettre au goût du jour des analyses qu'on croyait à jamais révolues sur les universaux, les modalités, les mondes possibles, les lois de la nature, les espèces naturelles, sans oublier les essences, les dispositions, mieux encore, les pouvoirs causaux. D'aucunes eurent même le toupet d'envisager que la métaphysique puisse faire l'objet d'une authentique connaissance, que l'on puisse et même doive assumer un engagement métaphysique en faveur du réalisme et non du seul réalisme scientifique, s'employer à en dessiner de nouveaux contours, distincts notamment du réalisme métaphysique avec un grand R, voire renouer moyennant quelques toilettages avec l'aristotélisme ou encore avec le scotisme revisité par le grand métaphysicien que fut Charles Sanders Peirce. J'ai la faiblesse de penser que cette résurrection de la métaphysique, qui aura été semée de tant d'embûches, est désormais entérinée, mais aussi que les métaphysiciens ont acquis le droit, enfin, de respirer. Et en particulier, que l'on ne tient plus comme allant de soi, ainsi que ce fut le cas surtout depuis le virage kantien, que c'est aux sciences de nous dire de quoi le monde est fait, et partant ce qu'il est, la métaphysique, quant à elle, ne pouvant rien nous apprendre de la réalité objective, mais au mieux nous informer sur certains traits nécessaires de ce que nous pensons à son sujet. Le pari que j'ai fait me paraît à mains égards gagné. Montrer la double possibilité du réalisme scientifique comme tel et d'une métaphysique scientifique capable de nous dire, sans rien avoir à envier aux sciences, ce qui est vrai de ce que nous pensons de la réalité, mais aussi et surtout de la réalité en soi. Mais toutes ces évolutions conceptuelles bien réelles ont assurément donné aux scientifiques comme aux métaphysiciens de nouvelles obligations. Aux métaphysiciens, celle de mieux définir les relations entre la connaissance dont il peut se prévaloir et celle qui caractérise les autres domaines du savoir. Quiconque cherche à préciser en quoi consiste une connaissance métaphysique ou une métaphysique scientifique, deux appellations selon moi interchangeables, doit s'interroger sur le type de croyance, de vérité, de justification auxquelles on a affaire en métaphysique. S'agit-il de croyances dont la vérité dériverait du sens commun, de vérités scientifiquement établies, partant nécessairement contraires à l'image manifeste que nous renvoie le monde, ou de croyances d'un autre ordre? Et quelles raisons ou justifications avons-nous de les entretenir, de préférer telle conception de la vérité à telle autre, de juger la connaissance des choses qu'elle nous livre concevable, possible ou même nécessaire? S'agissant de la science, c'est paradoxalement l'ancien élève de Reichenbach, Hilary Putnam, qui aura le plus contribué à montrer la voie, car le scientifique est, comme tout un chacun, pris dans moult préjugés métaphysiques. Dire qu'on est contre la métaphysique est déjà en soi un énoncé métaphysique. Comme j'aime souvent à le rappeler, tenir compte de la science ne signifie pas s'en laisser compter par elle, car une métaphysique implicite accompagne bien tous les jugements, y compris ceux des savants. Nous en avons eu d'éclatantes confirmations lors de la pandémie. Les choix scientifiques reposent tous sur des normes et des valeurs, tant cognitives qu'éthiques. Même si le scientisme a la vie dure,
Les relations entre la métaphysique et les sciences se sont donc apaisées. En témoignent les progrès accomplis par cette jeune discipline qui est désormais, y compris en France, où les réticences étaient nombreuses, la métaphysique des sciences, celle-ci s'étendant au-delà de la physique, aux sciences dites spéciales, biologie, immunologie ou encore neurosciences, comme aux sciences cognitives. Il n'empêche, aussi fertiles que soient les liens qui se tissent à nouveau entre la métaphysique et les sciences, des fragilités demeurent. Une insuffisante attention, schéma philosophe des sciences, aussi passionné soit-il par la métaphysique des sciences, aux liens qui devraient pourtant clairement leur apparaître entre leurs réflexions et celles menées au sein de la philosophie de la connaissance, dont est encore trop souvent sous-estimée la portée, qu'elle concerne les théories de la vérité, les rapports entre croyance et connaissance, la nature de l'enquête, de la rationalité et de l'ordre des raisons, tant théoriques que pratiques, la variété des inférences ou encore les formes et degrés de la justification. Il est tout de même paradoxal que dans une société qui se revendique tant comme une société de la connaissance, on soit si peu attentif aux recherches aussi nourries que fécondes, mais dont on comprend bien que l'intérêt, comme on dit aujourd'hui, sociétal, ne saute pas aux yeux du public, et qui s'attache à répondre à des questions pourtant aussi cruciales que celles-ci. J'en donnerai juste 12 exemples. Que veut-on dire au juste en disant que la justification est normative ? Peut-on admettre l'existence de faits normatifs relativement auxquels les modes d'inférence sont de bons modes de raisonnement, tout en restant naturaliste et en considérant que la détermination de la nature de ces bonnes raisons doit passer par l'étude de la manière dont nous raisonnons et acquérons de fait les croyances en question ? Les recommandations épistémologiques doivent-elles s'entendre comme des prescriptions hypothétiques ne s'appliquant qu'à certains ou catégoriques valables pour tous ? Dans quelle mesure nos croyances peuvent-elles être affectées par les actions que nous entreprenons ? Quelle sorte de choix ou de contrôle volontaire avons-nous sur la formation de nos croyances ? L'épistémologie émet-elle simplement des lignes directrices pour évaluer les croyances qui sont en définitive les nôtres ? Ou en émet-elle aussi sur la manière dont nous allons former ces croyances ? L'épistémologie a-t-elle pour seule fonction d'évaluer la légitimité de nos croyances au vu des évidences empiriques dont nous disposons, ce qu'on appelle l'évidentialisme, ou peut-elle aussi émettre des directives sur la manière de se comporter comme chercheur ? La connaissance étant alors vue davantage, moins, si vous voulez, sur le mode de la croyance vraie justifiée que nous avons hérité du tête-à-tête, que sur celui qui a plutôt mes faveurs de l'enquête, inquiry, sur la manière dont, par exemple, il conviendrait de collecter davantage d'évidences empiriques, de multiplier nos sources, de mieux contrôler nos expérimentations, d'être attentif à la critique, etc. Thème dont traite abondamment aussi la désormais bien installée épistémologie des vertus. Dans quelle mesure suivre ou ne pas suivre ces directives influe-t-il ou non sur le degré de justification qu'ont ces croyances ? Faut-il tenir la justification pour un concept purement évaluatif ou pour un concept qui a une fonction de guide ou de régulateur de nos croyances ? Quel lien peut-on faire entre la justification et les notions de louange ou de blâme épistémique ? Mais également, jusqu'à quel point la connaissance suppose-t-elle un accès conscient ? Comment définit-elle le type de contrôle qu'elle met en œuvre ? Peut-on considérer qu'il existe un niveau subdoxastique qui met en œuvre déjà certaines procédures, sinon de justification, à tout le moins d'autorisation épistémique primitive, bien que défaisable ? Peut-on concevoir une épistémologie qui, tout en étant foncièrement externaliste, fasse une place à l'internalisme, mais pensée sur un mode autre que celui de la conscience lumineuse ou transparente, de l'obligation et du volontarisme doxastique, qui s'appuierait par exemple sur le mode d'état affectif immédiat ou sentiments épistémiques tels que l'effet de déjà-vu ou le sentiment de rationalité, mais aussi d'états volontaires et réflexifs au sens qu'on donne au contrôle dans la discipline de la métacognition qui a désormais acquis ses lettres de noblesse. Faut-il remplacer l'épistémologie par la psychologie descriptive ? Mais la fragilité des progrès accomplis en métaphysique des sciences tient aussi à une conviction trop peu assurée que dans l'attelage métaphysique des sciences, la réflexion sur le premier terme et sur ce qu'il implique doit être aussi cruciale et ample que celle à mener sur le second.
On en retire souvent l'impression que c'est la métaphysique qui a surtout, voire seulement, des comptes à rendre à la science. Mais pourquoi donc? La science, oui. Le scientisme, non. Aussi ai-je toujours préféré le terme de métaphysique scientifique à celui que je persiste à trouver ambigu de métaphysique des sciences, a fortiori de métaphysique naturalisée. J'ai toujours pensé, comme l'exprimait si bien la regrettée Catherine Hollet, que si la science est un guide pour la métaphysique, la réciproque est vraie. Il faut donc un va-et-vient constant entre les deux et une réflexion sophistiquée et nuancée sur les outils, méthodes et stratégies propres à chacune d'elles, qui soient à même de mettre en valeur leur mise en commun. On se dit plus volontiers aujourd'hui antiréductionniste, mais aussi pluraliste, voire pragmatiste, terme trop souvent réduit à son sens vulgaire et à cette peau de chagrin qu'est l'accent jugé désormais nécessaire sur la pratique scientifique elle-même. Et on se dit réaliste, mais perspectiviste en philosophie des sciences. L'antiréductionnisme est séduisant, mais on y parvient d'autant plus aisément, évidemment, qu'on a renoncé à l'ambition d'expliquer. Car expliquer, c'est toujours réduire, ce qui n'implique pas nécessairement, si l'on se place au bon niveau de réduction, d'éliminer. Or, il ne faut pas se le cacher, nous avons toujours eu un faible en France pour le phénoménisme, plutôt qu'ancien du reste que Youmia. On aime mieux sauver les phénomènes, Pierre Duhem, les décrire plutôt que les expliquer. L'arrogance métaphysique indispose au réalisme d'un Einstein dont on est prêt à présenter la querelle sur le temps qu'il avait opposé à Bergson en 1922 comme un simple malentendu. On préfère l'humilité de l'antiréaliste Heisenberg ou l'empirisme constructif d'un Bas von Frassen. L'histoire des sciences n'a-t-elle pas montré qu'il vaut mieux préserver la susceptibilité des théologiens et privilégier la politique du compromis, Osiander, Copernic, Bellarmine, Galilée? Les positivistes n'ont pas fait mystère de leur goût pour le catéchisme, Auguste Comte. Le réel, c'est bien, mais voilé. La connaissance, certes, mais avec des limites. Le réalisme, assurément, mais à condition qu'il ne s'autorise pas d'un point de vue de nulle part ou de surplomb, qu'il reste adossé à la perspective dessinée par le contexte historique, social, culturel et désormais genré, et assume d'être non seulement relatif à, mais déterminé par notre pratique. Et pourtant, suffit-il d'adopter une simple attitude ontologique, de choisir par exemple encore entre réviser plutôt que d'écrire, pour conférer à une authentique métaphysique des sciences le sérieux nécessaire? Peut-on aussi aisément se passer, au motif que l'unité de la science serait un vœu pieux, de la si précieuse distinction qui était de mise entre contexte de découverte et contexte de justification? Le contenu est-il réductible à des questions de généalogie? La connaissance peut-elle s'identifier, ou plutôt se réduire, à un ou à des savoirs dont il suffirait d'examiner les conditions matérielles, culturelles, sociales et historiques de la production? Comment ne pas juger gravissime la confusion qui perdure entre ce qui est vrai et ce que l'on tient pour vrai, que l'on estime trancher la question du bien fondé d'une opposition entre le théorique et le pratique, et que l'on juge le choix pour ce dernier, une fois pour toutes, acquis. À trop donner, par exemple, aux Science Studies, par sincérité, par œcuménisme, et dans un souci louable d'apaisement de cette guerre de la science qui aura empoisonné l'atmosphère, les métaphysiciens des sciences risqueraient de retomber dans la gueule du loup du sociologisme et de l'anthropologisme, ces autres versions du scientisme que Putnam avait su identifier, qui auraient tout fait de les réduire et plus sûrement encore de les éliminer. Car comme je n'ai de cesse d'y revenir, l'engagement, y compris en faveur du réalisme scientifique, ne suffit pas. Il doit être adossé à un engagement métaphysique si l'on veut pouvoir éviter le relativisme, le risque d'un retour aux plus belles heures du positivisme logique et, pour finir, la mise au ban de la métaphysique. Car prendre au sérieux la métaphysique scientifique, en un sens réaliste, ce n'est pas juste prendre des engagements ontologiques, encore moins se satisfaire d'une simple attitude, stance. D'abord, il est des engagements ontologiques
peu coûteux. Certains réalistes scientifiques invoquent bien des concepts comme la causalité, les lois de la nature ou la structure du monde en termes d'espèces naturelles, mais ils croient pouvoir se dispenser de l'examen de leur nature ou de se demander si leur position les oblige à un engagement autre que purement épistémique, mais bel et bien métaphysique, et si oui, de quel degré au justé, avec quelle sûreté. Or, comme je n'ai cessé de le souligner, être complet est une chose, être fondamental en est une autre. Si la question du réalisme s'identifie bien, comme l'a relevé Kit Fine, et comme je le crois aussi, avec deux questions incontournables sur lesquelles le réaliste peut et doit se prononcer, sur ce que sont les faits et sur ce qu'ils sont fondamentalement, alors le réaliste scientifique devra bien, le moment venu, s'interroger sur ce en quoi consistent les propriétés intrinsèques, s'il y en a, de la nature, et sur la manière contingente ou nécessaire dont elles se découpent et s'articulent entre elles pour constituer les choses, les structures, voire le système du monde, sauf à sous-estimer le risque idéaliste omniprésent qui fait planer des doutes sur la réalité environnante, sur son existence, comme sur sa nature de plus en plus abstraite et mathématisée, et plus encore désormais historicisée et sociologisée. Il devra donc faire le pari d'une métaphysique scientifique et se donner les moyens des analyses qui s'imposent avec ses méthodes et ses instruments, mais il ne manque pas. Au demeurant, si l'ontologie s'occupe en priorité des entités fondamentales qui constituent l'ameublement du monde, particuliers, universaux, espèces naturelles, et de la nature de leurs propriétés catégoriques, dispositionnelles, cela n'épuise pas, loin s'en faut, le champ de la métaphysique. Nombre de contemporains l'ont compris, qui explorent davantage les interactions entre les entités, les concepts, comme ceux de causalité, de loi, d'émergence, de réduction, qui, bien qu'ayant, selon les sciences, un sens différent, ont bien un intérêt transversal, sans oublier les questions qui ont trait, comme je l'ai souligné, aux modalités dont la clarification nécessaire permet la reprise au plus près des acquis de notre meilleure science, des problèmes métaphysiques classiques liés par exemple au temps, à l'espace, ou encore au déterminisme, au libre arbitre, ou au sens à donner et à la place ou non à accorder à l'essentialisme et aux essences. C'est pourquoi je suis si fière d'avoir pu aborder plusieurs de ces sujets au cours des ateliers et colloques que nous avons réalisés, publier aussi nombre de ces travaux sur le site en ligne de la philosophie de la connaissance du Collège de France, et ce grâce à l'énergie et au talent de la bonne soixantaine de chercheurs qui m'ont fait l'amitié et l'honneur de participer durant toutes ces années aux activités de la chaire dans le cadre du groupe d'études en métaphysique et du groupe de recherche en épistémologie, qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. Comme je l'ai récemment rappelé, cela fait belle lurette que la reine des sciences a perdu son trône. Il aura fallu de longues années d'un travail acharné et de lutte contre le découragement pour que soit de nouveau concédé aux métaphysiciens un étroit strapontin. Un strapontin, en effet, bien plus qu'un fauteuil, armchair, dans lequel on continue pourtant, et trop souvent encore, de reprocher aux métaphysiciens de se complaire, tant ce dernier reste toujours suspect de préférer les soieries aux cotonnades, le luxe de la redingote aux paillasses du labo. Or, l'heure est au bio et à la décroissance plutôt qu'à l'apologie du progrès, même et surtout s'il prend des allures scientifiques. Il serait fâcheux que, faute d'attention à certains biais dont nous sommes en France particulièrement bien dotés et friands, tous les efforts menés au sein de cette jeune discipline qu'est la métaphysique des sciences fondent comme neige au soleil, et que le strapontin se mue une fois de plus en siège éjectable. Car ce ne sont pas seulement les métaphysiciens qui en pâtiraient, mais tout uniment les philosophes des sciences, les historiens des sciences, aussi bien installés soient-ils, et pour finir, les scientifiques eux-mêmes, tant il est vrai que chacun dans son domaine a bien plus à gagner qu'à perdre de ce nécessaire et si fertile aller-retour entre la métaphysique et les sciences. J'en viens maintenant à mon troisième et dernier point. Il est un autre domaine dont on sait les ambiguïtés et les relations mouvementées qu'il a entretenues dès ses débuts, au même titre que la science avec la métaphysique. C'est celui de la théologie. Cette dernière n'étant pas non plus facile à définir ou à caractériser. L'histoire même de son évolution, en parallèle avec l'histoire des monothéismes, mais pas seulement, n'étant pas étrangère, on s'en doute, au lien qu'elle a pu entretenir avec la métaphysique elle-même. Mais il faut toujours y prêter attention
Du moins si l'on veut, comme c'est mon cas, pouvoir préserver l'autonomie de celle que l'on a baptisée tantôt la reine des sciences, la science de l'être en tant qu'être, la science des premiers principes, tantôt la science du premier principe, selon que l'on entende la métaphysique comme la métaphysique générale censée s'occuper de tous les êtres en tant qu'ils sont, ou comme la métaphysique spéciale dont le but serait au premier chef de s'occuper de l'être le plus éminent parmi les êtres, à savoir Dieu, ou à tout le moins le divin. Cette problématique revêt aujourd'hui une certaine acuité, pour ne pas dire gravité, en raison tout d'abord de son renouvellement et des nouvelles interrogations que les philosophes de la connaissance et les métaphysiciens ont su souvent, en unissant leurs forces, aborder. Mais aussi parce que j'y vois pour ma part le risque d'une porosité à certains égards grandissante entre des domaines qui devraient bel et bien rester distincts. Il faut saluer ô combien les travaux menés au sein même de la métaphysique contemporaine sur nombre de sujets ou concepts, sur la notion de fondation et de fondement que j'ai déjà évoquée, mais aussi sur la pertinence ou non de la réintroduction de principes logico-théologico-métaphysiques, tels que le principe de raison suffisante, le principe du meilleur, voire de théologoumènes classiques liés aux problèmes de la grâce, de la préscience divine ou de la causa sui, et plus largement du libre arbitre, du déterminisme, du mal, ou du sens à donner au concept même de Dieu et de ses attributs, ou à certains arguments en faveur de son existence physico-théologique, cosmologique, ontologique, dont les critiques nourries menées à l'encontre de la théologie naturelle, l'enquête sur l'existence de Dieu à partir de la nature, qui apparaît déjà chez les physiologues antiques, mais fleurit surtout au XVIIIe siècle, ou de la théologie dite rationnelle ou spéculative, ou encore scolastique, qui s'applique davantage aux arguments abstraits fondés sur des définitions ou des constructions logiques, arguments sur la contingence des choses, sur l'être nécessaire, etc. Entendons dans les deux cas un type d'enquête menée par la raison naturelle sur l'existence et les attributs de Dieu ou de Dieu, indépendamment de toute révélation surnaturelle, avait fini par nous convaincre qu'ils étaient tous sujets ou arguments dénués de pertinence, voire de sens. À bien des égards, maintes analyses contemporaines en métaphysique et en philosophie de la connaissance ne remettent pas seulement au goût du jour ce que l'on appelait jadis la théologie naturelle ou encore spéculative, tant décriée par un Hume, par un Kant, par opposition à la théologie positive ou mystique ou civile, mais s'emparent de concepts et de problèmes qu'on aurait pu croire la chasse gardée de la théologie. J'ai commencé en évoquant le regain d'intérêt chez les métaphysiciens pour des questions comme la causalité ou la nature de l'explication et de ce qui la fonde. L'ambition que certains, même revenus de Kant, pourraient trouver décidément trop audacieuse de statuer sur la nature de la réalité, des niveaux et de l'ordre hiérarchique que l'on peut y trouver, des fondamentalia qui pourraient sinon la définir, du moins la caractériser. Il faut, je crois, se réjouir aussi de la manière dont ces questions sont reprises, à partir d'une analyse rationnelle et argumentée, se situant souvent dans la droite ligne d'un Malebranche, d'un Leibniz ou d'un Spinoza, et dans la tradition non seulement scolastique mais également moderne de l'intellectus fidei ou de la fides et ratio. Ainsi, celle de savoir si les principes métaphysiques en lesquels Carnap ne voyait plus qu'une coque vide sont sur le plan épistémologique des croyances de base, immédiates, évidentes, non inférentielles, adossées ou non au sens commun et à des principes comme ceux ridiens de crédulité ou d'autorité, susceptibles d'avoir une valeur axiomatique, à l'instar des axiomes des mathématiques ou des prémices d'un syllogisme, sans parler de l'essor de ce chantier gigantesque qu'est devenu l'épistémologie de la croyance religieuse, où l'on s'interroge sur la vérité, les démonstrations, notamment déductives, la pertinence d'arguments inductifs en faveur de l'existence de Dieu, ou encore sur la justification et ou la garantie que l'on est ou non à même d'apporter aux croyances religieuses elles-mêmes. Toutefois, si l'on ne veut pas donner raison à Schlick, pour qui la métaphysique est impossible, puisqu'elle demande ce qui est contradictoire, ou à Carnap, pour qui
La métaphysique n'est rien d'autre qu'un, je le cite, substitut de la théologie au niveau de la pensée conceptuelle et systématique, une manière de porter le sentiment de la vie à l'expression, qu'il s'agisse de l'attitude que l'homme adopte dans la vie, de la disposition émotionnelle et volontaire qui est la sienne vis-à-vis du monde environnant et de ses semblables lorsqu'il affronte les tâches auxquelles il se consacre activement ou qu'il subit les coups du destin. Fin de citation. Il faut qu'inlassablement le métaphysicien s'acharne à justifier l'autonomie des principes de la métaphysique par rapport à ceux de la théologie, en répondant aux défis qu'elle ne cesse de lui lancer. À quelle fin, ces principes? En raison de leur priorité, de leur antériorité? Parce qu'ils seraient mieux connus que d'autres? Est-ce à dire que les principes métaphysiques auraient une valeur, par exemple, axiomatique? Leur priorité est-elle liée à leur immédiateté, à la manière dont ils sont saisis, par l'évidence intuitive, par le déroulement transparent d'une déduction? Sur quoi s'appuie au juste le métaphysicien? Sur la logique, sur la métaphysique, sur la philosophie de l'esprit, sur les facultés, sur la théologie? Entend-il les principes, peut-être tout banalement, comme des règles à suivre pour la bonne direction de son esprit? Il faudrait aussi, pour éviter des conclusions excessives, réfléchir un peu plus aux précautions à prendre, auxquelles nous renvoie en définitive le message aristotélicien, et rappeler que la métaphysique n'est pas la théologie, même si l'on peut recommander un aller-retour, ici encore entre les deux, du type de ceux qu'ont recommandé les plus grands auteurs médiévaux, Thomas d'Aquin, Duns Scott, et modernes, notamment encore Malebranche et Leibniz. Or, force est de constater qu'une telle prudence n'est pas toujours de mise chez nombre de métaphysiciens contemporains, ce qui a, me semble-t-il, plusieurs incidences fâcheuses. En voici, selon moi, en tout cas, quelques-unes. Plusieurs travaux menés sur le concept de grounding dont j'ai parlé tout à l'heure, insistant sur la question de savoir s'il existe un ou plusieurs niveaux hiérarchiques de la réalité, et si oui, sur la façon dont ils s'ordonnent de façon prioritaire, témoignent souvent, sinon d'une certaine dérive théologique, à tout le moins d'une forme de démission face à la gravité du problème métaphysique proprement dit. En quel sens? Eh bien, l'une des questions difficiles à régler en métaphysique, mais aussi en épistémologie, on le sait, est celle, par exemple, du bien-fondé du fondationalisme, position qui reste aujourd'hui, et non sans de bonnes raisons, assez attaquée. Comment, sans entrer dans les détails, oublier les critiques dévastatrices qu'ont pu en faire un Peirce ou un Wittgenstein? Est-il donc si urgent, dans ces conditions, de prôner la nécessité de revenir à un premier fondationnel? Et si oui, sous quelle forme? Et de quelle manière, quand on sait les arguments qui ont pu être invoqués par les antifondationalistes contre en particulier l'intuition? Même si l'on souligne que parler de ground, de fondement, de fondation, ne revient pas au même qu'invoquer une perspective classiquement caractérisée comme fondationaliste, ou encore que cela peut s'entendre non pas au sens absolu, mais seulement relatif, peut-on jeter aussi vite par-dessus les moulins les problèmes qu'ont mis au jour les arguments serrés de ceux qui s'y sont opposés et s'y opposent encore aujourd'hui? Même si l'on admet que le ground, la fondation, ne doit pas forcément s'entendre non plus en un sens causal, non modal, mais plus platement comme ce qui nous permet d'expliquer, de répondre à la question « pourquoi ?» par un « parce que », en vertu de. Il n'en demeure pas moins, comme le rappelait Carnap, que l'on a besoin pour ce faire d'une théorie de la dépendance ontologique, de l'émergence, de quelque chose qui permette de montrer plus précisément ce que sont les ressorts de la théorie. Or, il n'est pas certain que sur ce plan, même si je vois avec une grande satisfaction pulluler désormais les travaux sur justement le problème de l'émergence, en tout cas les discussions et toujours le niveau de rigueur requis. Certaines solutions apportées face à la difficulté de réaliser cette ambition, qui est bien, si Aristote a raison, à savoir trouver un principe premier, un point de départ, parce que mieux connu, consiste à dire que « ah oui, mais là ce n'est pas fondé, ma pelle dérape ». Est-ce vraiment satisfaisant pour le métaphysicien? On observera au passage que pour nombre de ceux qui évaluent ainsi les choses et considèrent donc que l'on part du principe qu'il y a des choses non fondées,
En général, l'épistémologie va de pair avec la métaphysique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'appel, en effet, dérape, ce qui doit s'entendre comme la justification elle-même doit s'arrêter quelque part. Cela veut dire au fond que celui qui voudrait aller plus loin dans l'opération de théologie naturelle ou rationnelle ou spéculative doit s'arrêter, doit se taire. Ce n'est pas la peine, en quelque sorte, de chercher à aller plus avant dans la justification et la tentative d'explication et de compréhension. Nombreux ont été dans l'histoire les reproches adressés aux tentatives de théologie naturelle ou rationnelle, accusées d'échouer à établir quoi que ce soit au sujet de l'existence et des attributs de Dieu, de ne pas donner de preuves convaincantes de l'existence de Dieu, en dépit du fait que le problème est que l'inexistence de preuves, comme le suggère l'examen de Kant qui procède à leur liquidation, ne constitue pas une preuve de l'inexistence. Mais on notera avec intérêt qu'à travers l'histoire, les résistances à la théologie naturelle ne sont pas seulement le fait de philosophes agnostiques ou d'historiens pressés d'entériner sa disparition. Il faut également compter avec la répugnance des croyants des diverses confessions, exaspérés de voir leurs pratiques religieuses, pour ainsi dire, soumises à une enquête préalable. En d'autres termes, ce qui contribue en quelque sorte à façonner une idole de Dieu, c'est l'objection fidéiste. Sans doute n'est-ce pas un hasard si l'on retrouve ce genre d'inspiration aujourd'hui chez ceux qui considèrent qu'il vaut mieux ne pas chercher à tout justifier et qu'en matière de divin et de croyances religieuses, on ne peut pas, on n'a pas intérêt à utiliser les arguments issus de la théologie rationnelle, le mieux étant de se rentrancher derrière quelque chose comme le sentiment immédiat ou d'invoquer l'expérience intime, comme le préconisent des philosophes comme William James ou encore Wittgenstein. On peut voir un autre indice de cette imprudente porosité si l'on se penche cette fois sur le domaine propre à ce que l'on appelle désormais l'épistémologie de la croyance religieuse. Bien souvent, une manière intéressante pour les métaphysiciens, qui sont souvent aussi des théologiens, de donner une épaisseur, en quelque sorte, autre qu'intime aux croyances religieuses, c'est de soutenir que même si nous ne pouvons sans doute pas espérer pouvoir les justifier pleinement, nous pouvons du moins à bon droit les tenir pour des justifications prima facie ou des autorisations épistémiques en bon ordre. Ces justifications nous offrent toutes les garanties dont nous avons besoin. Nous pouvons les invoquer parce qu'elles sont adossées à des facultés fiables ou à des témoignages et cela suffit. Il n'y a pas à en demander plus dans le domaine de la justification. Telle est un peu la démarche préconisée, par exemple, par Richard Swinburne. Il s'agit de rejeter l'exigence trop forte de Pascal, soit de produire des arguments contraignants du type de l'argumentation déductive, dans laquelle la conclusion suit avec une nécessité logique des prémices comme une déduction logiquement nécessaire, soit d'opérer un retrait de toutes les raisons. Pourquoi, suggère Swinburne, ne pas plutôt, je le cite, reconstruire la plupart des arguments traditionnels comme des arguments inductifs à partir des phénomènes naturels et humains, moyennant quoi on peut remonter à l'hypothèse du théisme, il y a un Dieu, laquelle n'est pas une conséquence nécessaire des prémices, mais leur meilleure explication. L'existence de l'univers, la régularité spatiale des structures physiques et leur maintien dans le temps, la forme et la constance des lois de la nature, l'existence d'êtres humains conscients dotés d'une capacité de faire des choix libres, pouvant se causer mutuellement du bien ou du tort, l'expérience religieuse de milliards d'êtres humains, chacune de ces données donne une certaine plausibilité à l'hypothèse, et toutes ces données ensemble rendent l'hypothèse plus probable que non. Fin de citation. C'est du même esprit qu'on pourrait dire déflationniste que relèverait aussi la manière dont plusieurs philosophes de la religion et métaphysiciens contemporains se positionnent en matière d'épistémologie de la croyance religieuse, relativement au classique problème de l'éthique de la croyance dans le fameux débat opposant Clifford à James, qui ne cesse d'alimenter aujourd'hui encore toutes les discussions, afin de montrer que les croyances religieuses, en dépit des apparences, peuvent entrer dans le champ de la rationalité philosophique et peuvent donc satisfaire à l'exigence de responsabilité épistémique en termes de justification, laquelle consistera alors, 1, à savoir que nous croyons et ce que nous croyons,
au sens d'être conscient de nos contenus mentaux. 2, à connaître nos raisons de croire, ce qui nous justifie épistémiquement, nous accordant ainsi un droit de croire. 3, à contrôler la validité épistémique de nos raisons de croire. Et finalement, 4, à assumer les conséquences pratiques des croyances qui sont sous notre contrôle. Il y a plusieurs manières de répondre à cette exigence, dont la plupart, chez les philosophes enclins à être religieux, ont ceci de commun, d'estimer que l'exigence évidentialiste de Clifford est trop forte. D'abord en ce qu'elle suppose le bien fondé du volontarisme doxastique. Pour pouvoir dire que les croyances doivent être régulées et contrôlées, il faut que nous puissions décider de croire ou non quelque chose. Or, peut-on, s'interroge par exemple le philosophe Roger Puivet, je le cite, décider de croire ou se l'interdire? Voilà qui supposerait que nos croyances sont à notre disposition et que nous pouvons les contrôler. Or, comme le note Swinburne, si je choisissais à volonté de croire que je vois maintenant une table, alors je réaliserais que cette croyance a trouvé son origine dans ma volonté et n'a ainsi aucune connexion avec le fait qu'il y ait ou non une table devant moi. Et je saurais que je n'ai aucune raison d'entretenir cette croyance avec confiance, dès lors que je n'y croirais plus réellement. Par ailleurs, on ne serait pas non plus obligé de considérer que seules sont justifiées les croyances que nous acceptons au terme d'un processus de contrôle, à partir de règles, bref, qui obéissent à une conception déontologique. C'est là une position qui n'irait pas de soi. En troisième lieu, le critère de Clifford repose sur l'évidentialisme. Les croyances sont justifiées pour autant qu'elles sont proportionnées à l'évidence dont nous disposons. Mais l'évidentialisme serait, selon certains, donc, peu propice à la justification des croyances religieuses. Avons-nous une évidence suffisante en faveur de l'existence de Dieu ? La vie n'est pas assez longue pour une religion d'inférence. Nous n'aurions jamais fini de commencer si nous décidions de commencer par une preuve, disait le cardinal Newman. Sans doute la théologie naturelle peut-elle être comprise comme la tentative de montrer que l'évidence est du côté du croyant ? Et si en renonçant à l'évidentialisme, la religion ne semble pas naître dans le péché épistémique originel, mais le philosophe peut-il aussi aisément en conclure qu'il y aurait ici une surenchère rationaliste à ne pas commettre, sous peine d'entraîner le scepticisme et le fidéisme. Fin de citation. Eh bien, c'est cette position déflationniste que l'on retrouve encore, chacun à sa manière, chez des philosophes de la religion comme von Inwagen, mais aussi métaphysiciens, ou chez Plantinga. Ainsi, pour Peter von Inwagen, l'exigence évidentialiste posée par Clifford dans son fameux échange avec William James, dès lors que l'on veut satisfaire à une certaine éthique de la croyance, religieuse ou non, du reste, est trop forte. Von Inwagen reproche à l'évidentialiste cliffordien de présupposer qu'il faille absolument se plier à certaines obligations, apporter des preuves, en appliquant même aux croyances religieuses des critères épistémiques plus stricts qu'aux croyances de certaines autres sortes, dont les croyances philosophiques et politiques sont les paradigmes. La bonne attitude, au contraire, suggère von Inwagen, consisterait plutôt à considérer qu'en la matière, celui qui croit n'a pas forcément besoin de preuves. Pourquoi diable lui faudrait-il apporter plus de preuves en matière de croyances religieuses que l'on en cherche ailleurs ? Cela revient à imposer à la croyance religieuse un test auquel elle ne peut pas satisfaire et à studieusement ignorer le fait que bien peu de nos croyances sur n'importe quel sujet le satisfont. Autre manière de répondre, comme l'avait déjà fait William James, qu'en l'absence d'évidence, il peut être légitime de croire, même contre l'évidence, parce que c'est pragmatiquement ou pratiquement nécessaire de le faire. Quant à Plantinga, sa solution consiste aussi, contre l'évidentialisme, à soutenir que les croyances religieuses n'ont pas à être justifiées ou fondées sur des croyances plus fondamentales. Parce que ce sont des croyances de base, properly basic beliefs. En d'autres termes, il n'y a pas plus à les justifier que nous n'avons à justifier nos croyances perceptives, de percevoir actuellement les pages d'un livre, mémorielles, d'avoir demandé ceci ou cela au petit déjeuner, ou introspectives,
d'avoir envie d'un café, qui sont elles aussi des croyances de base. Enfin, dans une tradition catholique et non pas calviniste cette fois, les auteurs, souvent proches du courant de l'épistémologie des vertus, comme John Greco ou Linda Zagzebski, cherchent moins à justifier les croyances par l'évidence qu'à les garantir. Et donc, en insistant cette fois moins sur le contenu de ce que l'on croit que sur l'activité cognitive, intellectuellement vertueuse de la personne qui croit. Dès lors, la garantie de nos croyances, y compris religieuses, tiendrait moins à la justification qu'on peut en donner en termes d'évidence ou de déduction à partir de croyances indubitables, qu'à certaines qualités intellectuelles de celui qui croit, ou même à la bonne marche de ses facultés, qui constituent un élément de fiabilité et de sûreté de ses croyances. Quelle que soit l'ingéniosité de ces solutions, on peut toutefois se demander s'il est aussi facile qu'on le pense de rejeter l'évidentialisme. Et si de surcroît l'on n'introduit pas, ce faisant, dans les réponses ou dans la philosophie, plus de théologie, au fond, qu'il n'est besoin. Plus généralement, l'on peut se demander si ce n'est pas céder un peu vite à la tentation de penser les problèmes métaphysiques à l'aune d'une théologie qui penche davantage vers la théologie révélée qu'elle n'emprunte à la théologie rationnelle. Or, l'histoire de la théologie elle-même, qui n'a jamais beaucoup aimé, il faut bien le dire, la philosophie ou la métaphysique, nous invite ici à la prudence, et ce, dès sa perte d'unité, lorsqu'elle éclate en théologie spéculative, positive ou mystique dès le XVIIe siècle, comme l'a rappelé l'excellent Jean-Christophe Bardoux, et que va surgir l'opposition entre la curiosité philosophique corruptrice, en laquelle on va voir un des plus grands obstacles à la foi véritable, et l'humilité chrétienne. On aperçoit la lumière de Dieu lorsqu'on baisse les yeux. L'on est savant lorsqu'on ne veut rien savoir que ce que Dieu nous révèle. Comment s'étonner des mauvaises relations qui vont se tisser entre la philosophie ou la métaphysique et la théologie ? Car cette frénésie explicative expose les vérités à croire aux contestations des incrédules et, sous couvert de prémunir la foi, la transforme indûment en une affaire d'opinion philosophique. Le scepticisme et l'incrédulité s'ensuivent inévitablement. On ne s'étonnera pas du remède proposé. Il convient donc de renoncer à la philosophie, ou du moins d'en libérer la théologie pour mettre en œuvre une théologie épurée et une exégèse qui ne compromettent pas la transcendante obscurité des mystères chrétiens. Sans doute ne doit-on pas sous-estimer l'apport que constitue pour la réflexion philosophique elle-même une approche inspirée par la théologie rationnelle, ni, comme y invite l'excellent philosophe Paul Clavier, la force de la théologie naturelle, qui est précisément d'ignorer ces réticences à enquêter sur les raisons que nous pouvons avoir d'admettre ou de refuser l'existence de Dieu, qui ne se satisfait pas de l'attitude qui consiste à réduire l'existence de Dieu à un article de foi, dont le risque est toujours de permettre que l'illuminisme et l'obscurantisme, le fanatisme et l'irrationalisme peuvent rentrer en force et plus rien ne peut leur être opposé. Il n'est pas mauvais de se souvenir pourquoi Pascal, d'ordinaire si méfiant envers la capacité de la raison naturelle à parler dignement de Dieu, soutient pourtant, si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Ou comme l'écrira aussi Voltaire, « Je veux bien vous dire, pour vous faire plaisir, que je crois ce qui est obscur, mais je ne peux vous dire que je crois l'impossible. Dieu veut que nous soyons vertueux et non pas que nous soyons absurdes. » De même, on ne saurait sous-estimer ce que la théologie elle-même aurait peut-être à gagner d'un rapprochement avec la philosophie. Comme l'avaient si bien compris Malebranche et Leibniz, ces deux représentants, comme le rappelle Denis Moreau, de ce que Merleau-Ponty appelait le grand rationalisme chrétien du XVIIe siècle, qui concevait de façon quasiment identique le rapport entre philosophie et théologie.
Mais si l'on peut juger souhaitable cet aller-retour, ici encore, entre les deux domaines, ne serait-ce que pour, au fond, favoriser un dialogue fructueux entre les religions, si nécessaire au siècle, il faut aussi prudence et raison garder. Et c'est pourquoi je partage les craintes qu'exprimait, je crois, à ce sujet Jacques Bouvresse, et n'ai jamais été vraiment convaincu par ceux qui s'imaginent avoir réglé tous les problèmes métaphysiques, s'agissant par exemple de la question de savoir ce que sont des principes métaphysiques, par différenciation d'avec des principes théologiques, en renvoyant uniquement à certaines positions épistémologiques, comme allant de soi, ou du simple fait d'adopter une épistémologie modeste, ou encore en soutenant que l'on parviendra à une meilleure connaissance métaphysique, en mettant surtout l'accent désormais sur les vertus de l'agent, et non sur le contenu de ce qui est cru. Si l'on s'engage trop loin dans la voie consistant à dire que l'on a réglé les difficultés liées à la connaissance même, ou à l'épistémologie de la croyance religieuse, en évacuant des questions comme celle de la vérité ou du contenu de ce que l'on croit, alors on a dangereusement déplacé les problèmes plus qu'on ne les a résolus. Car si l'on pense que les croyances sont de l'ordre de ce que l'on ne doit pas vraiment justifier, mais simplement garantir, que les évidences et donc pour finir la vérité ne comptent pas, comment pourra-t-on faire le départ entre les croyances elles-mêmes, puisqu'elles ne seront plus appréhendées fondamentalement que sur le mode de forme de vie? Comment admettre qu'il y en ait qui soient meilleurs ou pires que d'autres, et appeler à les hiérarchiser? Par quoi l'on mesure immédiatement à quelles impasses une telle porosité conduirait? Si à trop déplacer la charge de la preuve du côté de l'agent, on n'était plus capable de dire que telle ou telle position métaphysique et ou théologique est vraie ou fausse, voire purement et simplement absurde ou dénuée de sens, alors le risque serait grand de ne plus avoir de rempart bien solide à opposer aux fanatiques. Sans doute devons-nous donc toujours garder à l'esprit, ainsi que nous y exhortait le grand Malebranche, que, je cite, « la vérité parle en diverses manières, mais certainement elle dit toujours la même chose », mais à condition de ne jamais oublier en effet aussi les diverses manières dont elle peut et doit s'exprimer. Faute de quoi, on court toujours le risque, auquel n'a pas toujours échappé le courant spiritualiste en philosophie, de sombrer sans même s'en rendre compte dans le fanatisme mystique, dans lequel Julien Benda voyait le sommet de la défaite du rationalisme, pour une raison fort simple, que je rappelais hier dans le cours, par laquelle il concluait ce beau texte qu'est le procès du rationalisme. Je le cite, « Le rationaliste dit à son adversaire mystique, « Nous prenons le rationnel et nous vous laissons le mystérieux. » Le mystique répond, « Je prends le mystérieux et aussi le rationnel. » Chose d'ailleurs naturelle chez qui refuse toute distinction entre l'être et le connaître. Le rationaliste doit comprendre le mystique, ce que ce dernier n'est pas tenu de lui rendre. Fin de citation. Quelques conclusions, donc. La défense de l'autonomie de la métaphysique, écrivait Martial Guéroux, se confond avec celle de l'esprit philosophique. La définition de la philosophie comme ancilla scientiae, poursuivait-il, est tout aussi périlleuse pour elle que la définition de la philosophie comme ancilla theologiae. Dans les deux cas, elle subit un joug étranger. Dans les deux cas, elle vient à la suite. Un intérêt extérieur à elle est la lisière étroite qui limite, a priori, ses pas. Tout ce qui excède ou déborde dans les différentes doctrines, ce qui semble requis pour le seul progrès scientifique, est a priori frappé par l'ami des sciences d'excommunication majeure, de même qu'est a priori condamné ou dédaigné par l'ami de la religion tout ce qui est étranger au contenu sui generis d'une théologie. Pour l'un, ne compte que le seul Descartes savant ou inventeur de la science, pour l'autre, que le seul Descartes théologien.
Mais la science et la théologie épuisent-elles Descartes, philosophe? Dans les deux cas, la philosophie reçoit son bien d'ailleurs. Selon l'un, elle le reçoit d'en bas, c'est-à-dire des révélations scientifiques sur l'univers matériel, de la méthode qui les a rendues possibles, de l'intuition qui en est la source. La part d'inspiration subsistant hors de cette sphère n'est que le fruit d'un péché. Selon l'autre, poursuit Guéroult, elle le reçoit d'en haut, c'est-à-dire d'une tradition théologique où se sont élaborées des révélations religieuses sur la réalité divine. Dans les deux cas, le mouvement de l'histoire philosophique apparaît comme déterminé a priori. Pour l'un, c'est une décadence sans fin, depuis la parfaite mise en œuvre par saint Thomas des vérités révélées et de sa parfaite conciliation de la raison et de la foi. Pour l'autre, c'est un progrès sans fin vers les lumières de la science à venir. On en a tellement de spécimens en ce moment. Nouvelle reprise du perpétuel conflit entre deux visions plus que millénaires de l'histoire de la philosophie, par où l'on voit que sur ce point au moins, celle-ci ne ratifie en fait ni le dogme du progrès, ni celui de la chute. Dans les deux cas, l'intérêt de la philosophie semble bien rapporter un intérêt intrinsèque, et la philosophie, dans l'affaire, risquerait peut-être de se faire elle-même oublier. Sans doute, ce n'est pas par cet oubli que pêchent en l'espèce les deux protagonistes, mais le risque est assumé sans crainte par maints jeunes esprits, pleins d'ardeur philosophique, enflammés par les leçons de leur maître, dont ils ne possèdent point la solide information, ni le talent vigoureux et subtil. Retournant contre la philosophie elle-même l'ardeur qu'ils croient lui vouer, les uns se réfugiant dans un réalisme médiéval se tiennent ainsi commodément à l'écart des vastes mouvements des sciences et de la pensée moderne. Les autres, satisfaisant leur soif de spéculation par la théorie des quanta ou celle de la relativité générale, s'emplissent d'un mépris sans borne pour les vieilles balançoires de la philosophie, les systèmes périmés des anciens et des modernes, mépris qui devient inexprimable lorsqu'il s'agit d'Aristote, l'inventeur d'une physique aussi ridicule. Et, concluait Guéroult, on plaide pour saint Thomas, on plaide pour Einstein, mais qui plaidera pour la philosophie? Or, si l'Anguilla Theologiae, dans une sorte d'esprit théologique, l'Anguilla Scientiae, doit être défendue dans une sorte d'esprit scientifique, et l'Anguilla Theologiae, dans une sorte d'esprit théologique, c'est par la philosophie que doit se défendre la philosophie, et métaphysiquement, que doit se défendre la métaphysique. Fin de citation. Si, comme je le pense aussi, la défense de l'autonomie de la métaphysique se confond avec celle de l'esprit philosophique, et si certaines craintes que j'exprime sont justifiées, alors il convient sans relâche de rappeler les confusions à éviter à celui pour qui la défense tant de la métaphysique que de l'esprit philosophique tient vraiment à cœur. Il faut d'autant plus y veiller, si l'on est rationaliste, que l'irrationnel, ainsi que le rappelait ici même Gilles Gaston Granger, suppose toujours une certaine approche du rationnel lui-même. C'est pourquoi, si l'on peut retenir certaines formes que Granger n'hésitait pas à qualifier de positives de l'irrationnel, il en est une, celle des renoncements qu'il faut absolument combattre. Que ces renoncements prennent la forme, par exemple, que ces renoncements prennent la forme, pour reprendre l'autre classification grangérienne, de fausses sciences sous ses aspects épistémiques, de pratiques mythiques sous ses aspects techniques, ou de Schwärmerei sous ses aspects cette fois axiologiques. Car cet irrationnel par renoncement, ou si l'on veut par abandon, constitue bien un véritable rejet du rationnel. Dans ce cas, le producteur de l'œuvre renie en quelque sorte le système originaire d'encadrement de sa pensée et, en prenant le contre-pied, donne sans contrôle libre permission à sa fantaisie. Des exemples notoires de cet irrationnel
nous sont constamment fournis, aujourd'hui encore, par certaines altérations d'une pensée originairement créatrice de savoir scientifique qui, à un moment donné, s'affranchit de tout contrôle. L'irrationalité consiste alors à prétendre maintenir les prérogatives et le statut des objets scientifiques antérieurement produits, tout en les enrichissant de propriétés qui contredisent ce statut même. Dans cette ligne du renoncement, que voit-on, dit Granger, apparaître ? Les constructions faussement scientifiques, faisant appel à des entités occultes et incontrôlables pour résoudre des problèmes posés par la pensée scientifique. 2. Les pratiques quelquefois efficaces, mais qui renoncent à se justifier par des explications rationnelles, s'abandonnant à des explications mythiques. Telles nous apparaissent certaines techniques médicales en usage dans les civilisations traditionnelles. On voit que ce type d'irrationalité n'est autre que le correspondant exact, sur le plan technique, du type d'irrationalité épistémique précédemment indiqué. 3. Nous donnerions enfin comme exemple d'irrationalité axiologique par renoncement les doctrines éthiques ou juridiques exprimant ce que Kant appelait Schwärmerei, que l'on peut traduire par fanatisme mystique. Il consiste, en son sens le plus général, à entreprendre de dépasser les limites de la raison humaine. Kant commente ainsi le terme dans la religion, dans les limites de la raison. Être persuadé de pouvoir distinguer les effets de la grâce de ceux de la nature, ou de pouvoir par la dernière produire en soi la première, c'est la Schwärmerei. Cet irrationalisme, tel que le définit Granger, n'est pas, à la différence des deux autres, dit-il, sauvable. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce qu'il va souvent de pair avec l'irrationnel axiologique qui signale l'absence de cohérence d'un système de valeurs. Non pas nécessairement par contradiction logique des énoncés qui formulent ou formuleraient ce système, mais par impossibilité de les mettre en application simultanément. Fin de citation. Pour ma part, j'ai toujours pensé, et j'ai beaucoup écrit dernièrement sur ce sujet, et donc la valeur cognitive et épistémique des émotions, que la rationalité a peu à voir avec une froide Minerve hegelienne. Mais je crois qu'en cela, je reste tout à fait dans la tradition des grands représentants de la tradition rationaliste française à qui j'ai eu l'honneur de succéder dans cette belle maison. Et qu'elle doit faire la part belle aux sensibles, voire à la sentimentalité. Chamfort nous a appris que celui qui veut trop faire dépendre son bonheur de sa raison, qui le soumet à l'examen, qui chicane pour ainsi dire ses jouissances et n'admet que des plaisirs délicats, finit par n'en plus avoir. C'est un homme qui, à force de faire garder son matelas, le voit diminuer et finit par coucher sur la dure. D'où l'importance, en effet, de certaines émotions, du moins de celles que je juge compatibles avec la rationalité. Non pas les émotions immédiates, réductibles à des sautes d'humeur, à de pures et simples réactions physiologiques ou à des impressions fugaces, mais celles qui s'apparentent plutôt, d'une part, à ce que les recherches récentes en métacognition ont réussi justement à mieux cerner, à savoir ce que l'on appelle désormais des sentiments épistémiques, dont on mesure mieux le rôle qu'ils jouent, y compris au niveau de certaines formes logiques, notamment abductives, d'inférence. Et d'autre part, à ce que Descartes nommait dans Les Passions de l'âme des émotions intellectuelles. Ces émotions intérieures de l'âme, paragraphe 147, si nécessaires pour le rééquilibrage des eupathéias, en ce qu'elles viennent au secours de l'entendement et font intervenir crucialement dans toute connaissance le mouvement calme propre à notre vouloir lui-même, paragraphe 75. Comme en attestent les recherches récentes, loin d'être privées ou subjectives ou de pures sensations comme des chatouillis, et si nombre d'entre elles ont bien toujours une dimension physiologique et affective, conative ou motrice, les émotions supposent aussi l'appartenance à une communauté linguistique et sociale. Et l'on sait mieux aujourd'hui user à bon escient de ce savoir plus aguerri de leur grammaire et des contraintes normatives qui pèsent sur elles pour évaluer leur nocivité comme leur utilité. Loin que nos émotions se réduisent donc toutes à des jugements erronés, s'il en est bien de négatives, il en est aussi d'éminemment positives, sinon pour établir la validité
la justification de nos croyances, à tout le moins pour mieux comprendre et garantir tel ou tel de nos jugements, ou encore par le rôle qu'elle joue dans la découverte, la genèse et l'acquisition de nos connaissances. Sans la surprise, la curiosité, l'admiration, le désir, la joie, l'amour, Descartes traité, paragraphe 69, sans le malaise suscité par le doute, nous ne saurions faire le départ entre doute fin et doute réel, déterminer ce qui est pertinent et saillant dans une situation donnée. Toute enquête authentique, sinon, serait à l'arrêt. Le rationalisme que j'ai donc à l'esprit est donc plus proche de la fusion austinienne des deux sœurs jumelles Sense and Sensibility, le pendant de ce que William James appelait « the sentiment of rationality », cette forme de sensibilité à la rationalité, indispensable à la vie même de l'intellect, à nos modèles et idéaux de pensée, d'action et d'évaluation, lesquels exigent des dispositions affectives adéquates. Se respecter soi-même, n'est-ce pas avoir l'amour de la vérité et l'horreur du mensonge, le souci de l'exactitude, une répugnance à l'égard de l'erreur logique ou factuelle, de l'admiration pour les réalisations théoriques, du respect pour les arguments des autres. Parier sur l'intellect ainsi entendu suppose de ne pas se perdre en de vaines arguties sur ce qui serait plus ou moins rationnel ou épouserait le mieux le sensible sur la base d'oppositions factices, le plus souvent scientistes, entre ce qui relèverait de la scientificité et ce qui serait marqué au sceau de la non-scientificité. C'est plutôt parier comme contre Chamfort, sur la possibilité si nécessaire aujourd'hui, comme je l'ai souvent souligné, de dessiner les règles d'un art de juger qui permettent d'aimer et de ne pas haïr. Cet art du discernement implique certes un inlassable travail critique, de mieux saisir ce qui se joue au sein de l'espace des raisons, sans lequel notamment aucune vie démocratique n'est possible, de penser le rapport entre la raison et les raisons, la manière dont celles-ci s'articulent aux causes et s'articulent aussi plus ou moins bien entre elles, les liens qui se tissent entre nos raisons de croire et nos raisons d'agir, ou encore pourquoi ou si nos raisons épistémiques doivent toujours ou jamais, ou parfois seulement, l'emporter sur nos raisons pratiques ou vitales. Ce pourquoi il importe tant de bien mesurer à quel point l'irrationnel vient aisément, en effet, se loger dans le rationnel et s'employer à comprendre tous ces mécanismes subtils et omniprésents qui tiennent à l'aveuglement, à la duperie sur soi, à la faiblesse de la volonté, sous peine de ne pas réussir à réagir efficacement aux forces des croyances irrationnelles qui sont à l'origine du fanatisme et de l'intolérance. L'intellect seul ne saurait y suffire, car comme le rappelait Jules Vuillemin, à une croyance vivante, il faut plus que la présence intellectuelle de l'idée. Et c'est donc ce surplus qu'il convient d'examiner en nous dotant de règles pour la direction, certes de l'esprit, mais aussi de l'âme. Ce pourquoi les appels au développement de notre esprit critique, aussi nécessaires soient-ils, ont toujours aussi quelque chose d'un peu naïf et d'insuffisant. En ce sens, si nous devons certes en permanence nous méfier de nos affects, il peut être tout aussi irrationnel de nier toutes nos émotions. Ce serait ne pas voir que la sensibilité foncièrement s'éduque, que l'école de la sensibilité artistique en particulier nous aide moins à exprimer des affects subjectifs intérieurs qu'à procéder à l'éducation de nos dispositions tout uniment affectives et intellectives, et plus que tout peut-être à éduquer donc notre sensibilité au vrai à laquelle tenait tant Jacques Bouvresse. Car il ne suffit pas de connaître pour être vertueux. Comme le disent Platon dans La République puis Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, s'agissant de la vertu, il ne s'agit pas non plus de savoir ce qu'elle est, il faut au contraire tâcher d'avoir la vertu et de l'exercer, à moins qu'il existe pour nous une autre façon de devenir bon. Émotions et désirs peuvent dominer la connaissance, en empêchant la pratique d'effectuer des actes qu'il sait être vertueux. Il ne suffit donc pas de savoir
quelles sont les bonnes dispositions à l'action, ni quelles actions conviennent. Il faut aussi avoir les bonnes dispositions à l'émotion et à la motivation. Or, nous n'y parvenons qu'en éduquant par habituation, répétition, imitation d'exemples, nos affects, nos passions. Il faut entraîner émotion et motivation en sorte qu'elles s'accordent avec la raison, disait Aristote. Et il le faut, car connaissance et raison n'y suffiront pas. Je cite encore le Stagirite. Un sujet ne peut entendre l'argument qu'il en détourne, ni d'ailleurs le comprendre s'il vit au gré de ses affections. Aussi la raison artistique est-elle si importante, car mode de compréhension, l'émotion est aussi un mode de perception. Bien qu'indémontrables, les opinions des gens d'expérience comptent, car, je cite, ils ont acquis par l'expérience un œil qui leur permet de voir correctement les choses, d'apercevoir dans une situation ce qu'il convient de faire, éprouver les émotions quand on doit pour les motifs envers les personnes, dans le but et de la façon qu'on doit, constitue un milieu et une perfection, ce qui précisément relève de la vertu. Fin de citation. Comprendre et percevoir, c'est ici ressentir, percevoir littéralement des valeurs, même si cette perception, contrairement aux conclusions que croient pouvoir tirer certains d'une lecture un peu rapide de la conception axiologique des émotions, n'est pas, à mon sens, immédiate ou directe. Car si les faits arrivent bien vers nous hurlant de valeur, il est décisif de continuer à distinguer la valeur de l'évaluation, et plus encore de la valorisation, et de rappeler la nécessaire hiérarchisation des valeurs, ainsi que le rappelait Putnam, qui reprochait à John Dewey, précisément, de ne pas toujours le faire assez nettement. À une époque où nombreux sont ceux qui se soucient de la vérité objective et de l'évidence empirique comme d'une guigne, au point de prendre au sérieux des thèses créationnistes, ou quelque chose d'aussi absurde que le concept de faits alternatifs ou de rechange, il est impératif de parier d'abord sur les moyens dont nous disposons pour justifier, et pas seulement garantir, nos croyances, et de ne pas appeler une fois encore à l'abandon de la si nécessaire distinction entre le domaine de la justification et celui de la découverte ou de la genèse. Mais pas davantage n'y a-t-il lieu de présenter comme un dilemme le choix entre sentir et penser, ni de redouter quelque imbécile dictature de l'émotion. De même, s'il convient de refuser toute schwärmerei et toute ouinchouserie intempestive, on commettrait une faute si l'on s'imaginait que se battre contre l'irrationnel implique de rester sourd aux cris des blessés et ES. Il n'empêche, dans le narcissisme du siècle, c'est bien l'insensibilité aux raisons, au vrai, et à la possibilité de la connaissance objective qui est, à mon sens, la plus préoccupante. Les allures pathologiques qu'elle prend traduisent en moins du reste un excès qu'un déficit émotionnel. Lutter comme on le doit contre ce type d'irrationalité, c'est ne jamais renoncer à céder le moindre pouce de terrain à cette insensibilité-là. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers publics, chers amis, à nous tous pour qui, je le sais, la défense tant de la métaphysique que de l'esprit philosophique tient vraiment à cœur, j'ai simplement envie de dire « Vive les vieilles balançoires !» mais surtout, ne nous laissons pas asphyxier. Continuons, oui, continuons de respirer. Merci.